va être chargée de sens. Alors, je vous présente M. Jocelyn Chouinard, qui est psychologue. Il travaille comme conseiller au programme de réadaptation du Centre de réadaptation de l'Estime. Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacé pour assister à mon atelier. Alors, comme disait madame, je travaille au Centre de réadaptation Estrie, mais comme conseiller au programme, mais ma principale expérience de travail, c'est comme neuropsychologue auprès d'une clientèle cérébro-lésée. Alors, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans auprès de jeunes adultes qui ont subi des traumatismes crânio-cérébral à la suite d'accidents de la route ou du travail. Alors, ma présentation d'aujourd'hui porte sur la dimension sens de la vie. Et je dirais que c'est auprès de cette clientèle de jeunes adultes que j'ai pris conscience pour la première fois de l'importance de cette dimension en réadaptation. Alors, pour ceux qui sont un peu familiers avec les séquelles de des traumatismes crânio-cérébraux, sachez simplement que, en raison des déficits cognitifs qui sont secondaires aux blessures cérébrales subies au cerveau, ces gens-là se retrouvent, après une période de confusion post-traumatique, aux prises avec des questions qui concernent non seulement leur état physique, leur état cognitif, mais aussi leur place dans le monde qui les entoure. La question « Qu'est-ce qui m'arrive ?» c'est peut-être la question que j'ai entendue le plus souvent dans ma carrière au début de la réadaptation de ces gens. Et un peu plus tard, des questions comme « Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que je dois comprendre de cet accident que j'ai eu? » Et un peu plus tard encore, que va devenir ma vie maintenant que je dois composer avec différentes incapacités? Alors, ces questions qui traduisent une forme de crise existentielle pendant laquelle doivent s'insérer avec le plus d'efficacité possible nos services de réadaptation. Alors, pendant les quelques minutes qui suivent, je vais vous entretenir de cette notion de sens. Pourquoi parler de sens en réadaptation? C'est parce que nous croyons qu'en supportant cette recherche de sens, qui est à la base même de la motivation quotidienne à agir, nous allons faciliter l'ajustement de la personne face à la situation d'adversité dans laquelle elle se trouve. Alors, selon les recherches en psychologie positive, ceux qui arrivent à trouver un sens à leur nouvelle existence seraient éventuellement plus heureux, plus satisfaits, auraient un meilleur sentiment de contrôle sur leur vie, seraient plus engagés dans leur travail, éprouveraient moins d'émotions négatives, moins de dépression, moins d'anxiété, et auraient besoin de moins de psychothérapie. Alors, je pense que la personne qui est affichée ici, Chantal Petitclerc, représente bien une personne qui a rebondi vers la santé à la suite d'un traumatisme. Alors, je vais vous présenter un peu plus tard un outil qu'on a construit au Centre de réadaptation pour essayer justement de tenter de charger de sens la réadaptation en l'inscrivant dans un projet de vie de la personne. Mais d'abord, avant de parler de l'outil qu'on a développé, je vais vous parler des influences qu'on a subies, donc des bases qui ont servi à la construction de cet outil. Les ergothérapeutes dans la salle vont reconnaître ce dessin-là. En général, notre identité personnelle, la vôtre comme la mienne, s'est tissée au fur et à mesure de nos réalisations, en particulier de notre travail qui représente notre occupation principale dans nos sociétés. Alors, même si on n'en est pas pleinement conscient, on s'engage dans un projet de vie et on pose au jour le jour des actions qui sont significatives et cohérentes avec une recherche de sens à notre existence. Alors, nos occupations nous permettent à la fois de construire et d'exprimer notre identité personnelle et aussi de développer un sentiment d'appartenance à la société. Vous êtes en lien ou disons ça. Alors, les ergothérapeutes ont beaucoup réfléchi à l'occupation humaine et ont placé tout au centre de leur modèle de l'occupation humaine la dimension spirituelle que j'ai encerclée de rouge. Et la spiritualité, dans son sens séculier pour les ergothérapeutes, c'est justement tout ce qui donne du sens à la vie.
tout ce qui donne de la valeur et de la profondeur à nos pensées, à nos actions, à nos relations. Et cette spiritualité peut s'exprimer soit dans des actions comme la prière ou encore des rites religieux, ou plus simplement dans des activités concrètes comme le travail, les loisirs, l'art, le contact avec la nature. Alors, selon les recherches consultées, lorsque cette spiritualité s'exprime dans une occupation significative, on dit qu'elle devient un important facteur déterminant de la santé. Perdre sa principale occupation, c'est pour certaines personnes perdre le sens de sa vie. Et c'est probablement là le plus grand stress vécu par l'être humain. Personne ne peut tolérer que sa vie devienne dénuée de sens du jour au lendemain, comme à la suite d'un accident ou la perte d'un être cher. Pour l'être humain, l'absurde est intolérable. Et même dans des circonstances extrêmes, on va le voir un petit peu plus tard, l'être humain s'efforcera toujours de trouver un sens, à défaut de quoi il se désengage. C'est la détresse, l'abandon qui peut même aller jusqu'au suicide. Alors, sans se retrouver nécessairement dans des situations aussi dramatiques, les personnes qui font face à des incapacités sévères, qu'on voit en réadaptation, sont souvent obligées de réduire ou même d'abandonner complètement leurs occupations principales et même certains de leurs rôles. Alors, il en résulte une perte momentanée de sens et parfois même une perte d'espoir face à l'avenir, pouvant affecter de façon significative la capacité de s'adapter à leur nouvelle réalité, mais aussi à bénéficier pleinement des services de réadaptation qu'on leur offre. Alors, on a tenté de faire expérimenter aux gens chez nous une situation d'absurdité. Je vous explique un peu. Alors, on a suggéré à des intervenants dans nos programmes de réadaptation de participer à cette expérience-là. Alors, on a divisé le groupe en deux et on les a placés à chaque extrémité d'un corridor. Et on a demandé à chaque personne des deux groupes de transporter des briques, une à une, pendant plusieurs minutes, en silence, en se déplaçant d'un bout à l'autre du corridor. Alors, on leur a pas donné plus de directives que d'être simplement attentif à leurs pensées, à leurs émotions, et de tout simplement transporter des briques. Alors, une personne transportait une brique de l'extrémité du corridor à l'autre, et elle croisait sa collègue qui parcourait la même distance, mais en sens inverse, avec aussi une brique à la main. En réalité, chaque transport de briques venait annuler le travail de l'autre, d'où, vous comprendrez bien, le caractère totalement absurde de cette activité-là. Alors, au bout de quelques minutes, il y a quelqu'un qui a osé poser un geste différent. Alors, on a vu apparaître à une extrémité du corridor une espèce de structure plus ou moins précise qui s'est avérée être une tentative de construire un inukshu. Alors, à partir de ce moment-là, les gens ont continué la construction de l'inukshu. Et lorsqu'on les a questionnés par après sur leur expérience, les intervenants ont dit dès le départ qu'ils cherchaient à faire du sens de cette activité. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Pourquoi il nous fait faire ça? Alors, dès le départ. Et lorsqu'est apparu l'indice de l'inukshu, ils se sont tout de suite mis à construire sur cet inukshu. Alors, on a ensuite discuté avec eux, puis on a parlé du parallèle qui pouvait exister entre cette expérience-là et l'expérience de certains de leurs usagers. Faire du sens non seulement de ce qui leur arrive, suite à l'accident, comme je vous disais, ou encore un diagnostic, mais faire du sens aussi des interventions qu'on leur propose en réadaptation, qui sont parfois morcelées et qui vont justement, dans le cas des traumatisés crânio-cérébraux, dans le sens de leur déficit. On sait que les gens qui ont un TCC modéré sévère ont tendance justement à morceler la réalité. Alors, on ne se rend pas compte, mais en leur proposant des activités qui semblent plus ou moins liées l'une à l'autre, on va exactement dans le sens de leur déficit, alors on ne leur facilite pas la tâche. Alors, ça peut facilement devenir pour eux
absurde, justement. Peut-être pas aussi absurde que le transport de briques, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, le psychiatre, là, je vous parle des influences qu'on a, des gens qui nous ont influencés dans la construction de l'outil. Le psychiatre Viktor Frankl, que peut-être certains d'entre vous connaissent, s'est beaucoup intéressé à cette notion de sens, élaborant toute son approche thérapeutique autour de la quête de sens. Son approche qui est appelée la logothérapie, qui littéralement veut dire thérapie par le sens. Alors, pour Frankl, l'être humain est motivé non pas par la recherche de plaisir ou de pouvoir, comme le disaient Freud et Adler, mais est plutôt tiré vers l'avant par le désir et la volonté de donner du sens à son expérience. Alors, même dans les moments les plus noirs, Frankl a vécu 4 camps de concentration. Et ça lui a permis de constater justement jusqu'où pouvait se rendre l'être humain dans l'horreur, mais aussi jusqu'où il pouvait aller dans la dignité. Je cite un de ses passages de son livre que vous voyez à l'écran. Il dit « L'être humain, c'est celui qui a le pouvoir de décider ce qu'il va être. C'est celui qui a inventé les chambres à gaz, mais aussi c'est celui qui est entré tête haute dans ces chambres à gaz, avec une prière sur les lèvres. » Alors Frankl, il a passé sa vie à témoigner de cette dimension de sens de la vie et à aider les gens à prendre conscience de leurs valeurs et des événements chargés de sens qui ont contribué à tracer le canevas de leur vie. Alors, Frankl fut une de nos premières sources d'inspiration. La suivante, Irving Yalom. Alors, dans son livre Thérapie existentielle, Yalom, qui est aussi psychiatre, consacre aussi tout un chapitre à la perte de sens et à ses implications sur la santé physique et mentale. Yalom y insiste, lui, sur la dimension de cohérence qui est inhérente à celle de sens. Alors, lorsqu'on s'interroge sur la finalité de quelque chose, on questionne son rôle et sa fonction. À quoi ça sert? Quel est l'objectif que ça poursuit? Alors, il y a une recherche de cohérence entre cette finalité-là, nos croyances, nos valeurs, et les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Par exemple, à quoi ça sert de faire du bénévolat? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va donner aux autres? Est-ce que ça vaut la peine que j'y investisse temps et effort? Alors, selon Yalom, l'être humain tire beaucoup de réconfort à croire en un schéma ordonné et cohérent de la vie, dans lequel il aurait un rôle spécifique à jouer. Et cette idée de cohérence-là est à la base même du sentiment de confiance qu'on ressent face à la vie en général. On voit bien, lorsque ce sentiment de confiance-là est atteint, l'impact que ça peut avoir. Sans doute que vous avez déjà connu des victimes d'états de stress post-traumatique. Alors, chez ces victimes-là, le chaos a remplacé la cohérence. Et la perte de confiance se généralise progressivement si elle n'est pas traitée. Et tout peut devenir source de stress et d'inconfort. Alors, Yalom a été aussi une source d'influence pour nous. Le sociologue médical Aaron Antonovsky était lui aussi fasciné par le fait que les êtres humains ayant vécu dans les camps nazis en étaient sortis en bonne santé mentale, malgré les horreurs qu'ils avaient pu vivre. Dans le cas de Frankl, tout à l'heure, je vous racontais qu'il avait vécu 4 camps. Frankl avait un désir, un objectif, c'était au sortir des camps de concentration de pouvoir raconter ce qu'il avait vécu à tout le monde. Alors, il passait ses journées, en plus du travail qu'il faisait, à essayer de ramasser des petits papiers sur lesquels il notait ses observations. Alors, il échangeait des petits papiers, des petits bouts de papier contre de la nourriture, juste pour pouvoir noter. Alors, ce simple geste concret-là de ramasser des bouts de papier, pour lui, ça donnait un sens à son quotidien. Et par la suite, il a pu raconter justement son expérience. Alors, donc, Antonovsky était fasciné justement par ces gens-là qui demeuraient en santé mentale, malgré les horreurs qu'ils avaient vécues. Et lui, il a proposé un nouveau paradigme fondé sur le sens de cohérence. Alors, on revient à cette cohérence dont Yalom parlait, modèle qu'il a appelé la salutogénèse. Salutogénèse par opposition à pathogénèse. Alors, pour lui, l'impression de cohérence qui donne confiance en la vie, ça repose sur 3 piliers. Le premier, je peux comprendre ce qui m'arrive parce que c'est structuré, c'est prévisible jusqu'à un certain point. Alors, c'est le contraire du chaos.
Le deuxième facteur, je peux gérer ce qui m'arrive parce que j'ai suffisamment de ressources personnelles et sociales pour répondre aux exigences de la réalité. Et finalement, l'expérience que la vie me propose a suffisamment de valeur et de sens pour que je m'y engage et que j'y consacre de l'énergie. Alors, pour Antonovsky, c'était là les trois piliers de ce qu'il a appelé le sense of coherence. Une autre influence, Gillian King, qui est ergothérapeute avec ses collaboratrices, eux aussi se sont intéressés à la dimension de sens de l'existence, puis elles en ont même fait un des principaux facteurs de résilience. Alors, les gens résilients, dit-elle, ont un but dans la vie. Et en créant du sens dans leur vie tous les jours, ils tissent une trame cohérente en établissant des liens entre leur présent et leur passé et ce que pourrait devenir leur futur. Alors, on retrouve encore une fois cette idée de cohérence. À partir de l'expérience d'une quinzaine de personnes qui, malgré de lourds handicaps, avaient réussi à vivre une vie riche et satisfaisante, King a proposé un modèle permettant de comprendre comment s'élabore la notion de sens à travers les expériences de vie. Ces expériences qu'elle appelle les turning points. Alors, selon King, le sens se construit d'abord à partir du faire. Donc, l'être humain a besoin de réaliser son potentiel à travers des activités concrètes pour que chaque jour de sa vie ait un sens. Le faire va s'enrichir de l'appartenance à une communauté. Donc, faire partie d'un groupe, tisser des liens avec autrui, contribuer à un projet commun. Alors, la vie n'a de sens que si elle est partagée avec d'autres êtres humains. Enfin, le sens s'élabore à partir du comprendre. D'où l'importance de comprendre sur une étape cognitive, d'où l'importance de réfléchir à ce qui nous arrive, de prendre du recul dans une perspective de trajectoire de vie. Alors, les travaux de King nous ont aussi influencés. Et elle utilise une belle métaphore pour illustrer cette dimension de sens. La vie, dit-elle, c'est comme une tapisserie. Et les points d'intersection des fils représentent nos expériences de vie. Et la quête de sens, ça équivaut à tenter de saisir le motif de cette tapisserie-là. Mais parce que nos vies sont intimement liées au monde qui nous entoure, ça devient très difficile pour certaines personnes d'y arriver, sans prendre un certain recul. Alors, le récit de vie, c'est là qu'elle aborde cette notion-là, le récit de vie nous donne l'occasion de prendre cette distance nécessaire. Donc, se raconter, ça oblige à prendre du recul et ça permet de voir le lien qui peut exister entre le passé et le présent. Ça permet de communiquer une explication cohérente de sa vie et voir d'en dégager du sens et peut-être même d'envisager de poursuivre ce sens dans de futurs projets. À nouveau, la notion de cohérence qui revient. Enfin, la dernière influence vient d'une anthropologue qui s'appelle Cheryl Mattingly. Mattingly ajoute que se raconter, ça donne à l'individu qui vit des problèmes de santé l'occasion de créer de la cohérence là où la maladie n'avait engendré que confusion et chaos. En reconstituant et organisant son parcours de vie, la personne prend position au centre de sa propre histoire, ce qui lui donne l'opportunité de mettre en lumière les valeurs qui l'animent, ses perceptions, ses croyances, ses forces, de même que les liens qui peuvent exister entre son passé et le présent. Et en plus du sens, le récit permet de mettre en évidence une espèce de sentiment de continuité dans la vie, sur lequel la personne peut s'appuyer pour régler sa vie quotidienne et interpréter ses nouvelles expériences. Et, fait non négligeable, le récit apporte aux thérapeutes des connaissances qui ne sont pas toujours accessibles à l'aide des moyens d'évaluation clinique conventionnels. Alors, certains éléments clés de l'histoire de vie peuvent être réutilisés en thérapie, dans les plans d'intervention, pour inciter les usagers à s'engager dans des occupations significatives. Alors, j'en arrive maintenant à vous parler de l'outil qu'on a créé pour donner justement à l'usager cette occasion de se raconter. Alors, l'outil qu'on a appelé le fil d'Ariane est construit dans une perspective
résolument positive et s'inscrit dans le courant de la psychologie positive. Je ne sais pas si vous connaissez ce courant-là de la psychologie, c'est relativement nouveau, ça fait pas plus que de 20 ans. Et ça n'a rien à voir, en passant, avec les contenus des livres comme Le Secret, là, qui se réclament aussi de... Alors, c'est vraiment un courant qui cherche à comprendre, non pas les facteurs de risque qui conduisent à l'inadaptation, mais les facteurs de protection qui permettent aux gens de traverser les épreuves. Alors, le regard est résolument axé sur ce qu'il appelle les facteurs de protection. À titre d'exemple, lorsqu'il y a eu l'attaque des tours jumelles à New York, tout le monde, toute la communauté médicale s'attendait à avoir un raz-de-marée de gens qui avaient des états de stress post-traumatique, ce qui ne s'est pas du tout avéré. La norme a été plutôt la résilience. Donc, les gens sont passés à travers ce traumatisme-là en étant résilients. Alors, ces chercheurs-là ont commencé à s'intéresser à ces gens-là et ont commencé à cerner justement les facteurs de protection qui leur avaient permis de traverser cette période d'adversité. Alors, notre travail s'inscrit dans ce courant-là de la psychologie positive. Si ça vous intéresse, j'ai des références à la fin là, qui en traitent. Alors, dans le fil d'Ariane, la notion de regard de l'autre est capitale. Comme le mentionnent Albert Jacquard et Boris Cyrulnik, le regard de l'autre, ça peut permettre à la personne de se construire, de se reconstruire, voire même de rebondir vers l'adaptation. Alors, Jacquard, il dit, la personne se construit au foyer du regard des autres. Tandis que Cyrulnik dit, la résilience, c'est le résultat de l'interaction du regard que je porte sur moi-même et du regard que l'autre porte sur moi. Donc, c'est le résultat d'une interaction. Alors, voici la représentation graphique du fil d'Ariane. Alors, dans le fond, c'est un guide d'entrevue structuré, et plutôt semi-structuré, qui permet à l'intervenant d'explorer justement le passé de l'usager et de recueillir des informations qui serviront par la suite à dégager les lignes de sens qui ont pu guider la vie de l'usager jusqu'à maintenant. Alors, le fil d'Ariane est divisé en 7 thématiques. Ici, il y en a juste 6, là, parce qu'il y en a une 7e qui a été rajoutée. Et il est illustré sur des planches 8,5 par 11. Et l'illustratrice, qui est une de mes collègues, a choisi de faire des illustrations avec une approche naïve. Et ça nous a beaucoup séduit. On se demandait qu'est-ce qu'elle nous produirait comme illustration. Et ça a été son choix de faire des dessins naïfs. Alors, chacun des thèmes est accompagné de plusieurs questions que l'intervenant utilise pour faire émerger la narration. Alors, l'intervenant invite la personne à aborder les thèmes dans l'ordre de son choix, en faisant au besoin des retours en arrière là, pour compléter une information. Comme je vous disais, comme le fil d'Ariane, sa perspective est résolument positive, l'intervenant est, dans la mesure du possible, c'est préférable de ne pas laisser la personne glisser sur des aspects négatifs de ses expériences, mais de toujours la ramener aux facteurs positifs qui l'ont aidé soit à surmonter le défi ou Alors, l'entrevue, elle peut être filmée si l'usager le désire. On a une salle qui est dédiée à l'enregistrement du fil d'Ariane. Et le contenu est repris par l'intervenant, et ça c'est important, il est repris par l'intervenant qui en rédige une courte synthèse. Et cette synthèse-là, dans le fond, il rédige un récit qui va mettre en lumière la ligne de sens dont je vous parlais tout à l'heure et les facteurs de protection qu'il a pu identifier dans l'entrevue. Le contenu et la forme de ce récit-là sont ensuite validés par l'usager. Et on peut remettre une copie de l'enregistrement vidéo ou encore une copie du texte à la personne. Bon, je passe rapidement sur les consignes de rédaction pour vous présenter chacune des planches. Alors, l'enfance et l'adolescence, ils ne sont pas nécessairement, encore une fois, présentés dans cet ordre-là. C'est la personne qui choisit les cartons, qui a décidé de se raconter à partir de ça. Alors, l'enfance et l'adolescence, ce qu'on fait, c'est qu'on dispose devant la personne plusieurs photographies d'enfants, d'adolescents, dans diverses situations. Et on lui demande d'en choisir une et de dire qu'est-ce que cette photographie-là évoque pour elle. Alors, c'est le début de la narration sur ce thème-là.
L'enfance et l'adolescence, c'est une période de la vie qu'on représente souvent par un creuset où se façonne la personne. Alors, l'évocation de souvenirs de cette période-là, ça peut permettre à la personne de dégager des moments déterminants qui ont pu influencer ses choix et son parcours de vie et donner une couleur particulière. Alors, l'objectif, c'est de faire émerger des souvenirs importants qui ont pu être déterminants pour elle. Je pense sur les questions, les amorces, là, parce qu'il me reste peu de temps. L'autre thématique, les motivations de fond. Alors, comme son nom l'indique, ça réfère aux forces qui déterminent les choix et par-delà les comportements que la personne a pu avoir. Alors, faire l'effort de se rappeler ou d'identifier ses motivations, ça peut permettre de comprendre a posteriori le sens de l'engagement dans la vie. Par exemple, j'ai fait du syndicalisme parce que je croyais en la valeur de l'égalité. J'ai choisi d'être psychologue ou d'être ingénieur parce que j'étais curieux de comprendre comment les choses fonctionnaient. Alors, l'objectif, donc, c'est de faire ressortir ici qu'est-ce qui a influencé les choix. Pourquoi la personne s'est engagée? Qu'est-ce qui lui a permis de s'actualiser? Quelles étaient ses raisons de vivre? Alors, ces raisons, qui sont les valeurs, les croyances, les besoins, ont déterminé les choix de vie, puis ils pourraient à nouveau aider à établir des nouveaux projets. Les facteurs les défis. Alors, on dit qu'on se construit à travers les défis et les épreuves qu'on traverse. Alors, retrouver les défis antérieurement vécus donne l'occasion de prendre du recul par rapport aux difficultés actuelles vécues en réadaptation et de reprendre contact avec ses forces et ses réussites. Alors, l'objectif de cette thématique-là, c'est de faire ressortir et reconnaître les forces intérieures qui pourraient être utilisées dans le cadre de la réadaptation. Par exemple, la sensibilité, l'humour, l'optimisme, la persévérance, le réalisme, le courage, la combativité, etc. Les expériences de transformation, le rationnel, c'est que certaines expériences de vie nous touchent davantage que d'autres et induisent des changements fondamentaux au niveau des rôles, des relations et même du sens de la vie. Et ces expériences agissent comme révélateurs de ce qui est important pour la personne. C'est en fait les turning points dont parlait Liliane King tantôt. Alors, l'objectif, c'est de mettre en évidence ces turning points pour permettre à l'usager d'entrevoir sa réadaptation comme un autre point tournant de sa vie. Les aspirations, l'être humain, comme je le disais Frankel, est ému par le désir de croître, d'actualiser son potentiel vers la réalisation d'un objectif de vie. Alors, l'objectif ici, c'est de faire ressortir les passions, les rêves, les raisons qui font que la personne se mobilise et se dépasse. La façon de se positionner par rapport à ses propres rêves, ça donne aussi une idée du sentiment de sécurité personnelle de l'individu sur ses façons de réagir à l'inconnu. Alors, ces éléments pourraient guider le choix d'un projet de vie et donner une couleur particulière au plan d'intervention. Ça, c'est une autre façon de représenter les aspirations. Enfin, le dernier thème, les relations significatives, les connexions, pardon. Alors, l'être humain a besoin d'être en relation, c'est un des facteurs de sens à sa vie. Alors, l'objectif ici est de dégager les forces qui découlent de la capacité de se connecter avec les autres, se connecter avec la nature ou se connecter à une force supérieure. Une autre illustration de... Excusez-moi. Ouais. L'autre illustration des relations. Enfin, le dernier, qui n'est pas vraiment une thématique du fil d'Ariane, mais qui est un moment où on demande à la personne d'évoquer des moments de bien-être qu'elle a pu vivre dans le passé. Alors, l'objectif ici est simplement de faire ressortir la façon de prendre soin de soi, d'être présent à soi-même. Alors, ces moments de bien-être-là peuvent être recrutés par la suite en thérapie quand les choses vont plus ou moins mieux. Bon, ici, j'avais des vignettes cliniques là, de Mathilda, une jeune fille, une jeune enfant de 10 ans, et une enseignante qui est passée en réadaptation. Alors, tous ces usagers-là ont vécu l'entrevue, c'est le fil d'Ariane, et on a essayé de dégager, comme je vous disais, pour chacune d'entre elles, qu'est-ce qui faisait du sens dans sa vie. Par exemple, Marie-André ici, qui est une enseignante, dès son jeune âge, elle avait déjà le désir de transmettre du savoir, et ça ne s'est jamais démenti. Alors,
on a construit un plan d'intervention autour de cette dimension-là, de sens à sa vie, en orientant les activités auprès d'elle. Par exemple, en neuropsychologie, moi, je travaillais à rééduquer la mémoire et j'utilisais des contenus qui étaient qu'elle avait appris déjà dans le passé, dans sa formation d'enseignante, ou des nouveaux contenus qu'elle souhaitait acquérir. Plutôt que de passer par des listes de mots ou des histoires qui avaient plus ou moins de sens. Dans son cas, l'ergothérapeute qui travaillait, elle avait aussi des difficultés visuospatiales. Alors, l'ergothérapeute travaillait à construire des costumes parce qu'elle avait fait de la couture, puis elle enseignait à des jeunes enfants. Et elle était très théâtrale, elle créait elle-même ses costumes. Donc, l'ergothérapeute qui travaillait les relations spatiales travaillait à partir de la construction de patrons pour qu'elle fasse des costumes. On l'a aussi mis, quand ça a été possible, il a permis de vivre un stage d'aide enseignante dans un milieu. Elle n'a jamais retourné à l'enseignement, mais plusieurs années après, j'ai appris qu'elle avait fait continuer de faire carrière comme consultante auprès des enseignantes de primaire. Donc, elle travaille quelques heures par semaine, mais son travail a encore un sens à sa vie et ça l'a motivé pendant sa réadaptation. Voilà, alors, je vous disais, juste en terminant, à l'instar de Gillian King qui parlait des turning points en mettant en évidence la notion de sens de la vie, chez nos usagers, on souhaite soutenir leur résilience et rendre leur réadaptation la plus efficace possible et faire de leur passage chez nous une expérience de transformation. Voilà. Merci de votre attention.